Donc bonjour à tous, merci d'assister à ce petit quickie. Je pense que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zouer Kadi et je fais différentes choses, hein, de l'architecture, du big data, de la perf. Et je suis également intervenant occasionnel à l'ENST, à mes heures perdues. Je suis co-organisateur de Devox France. Donc au départ, en fait, cette présentation a été prévue en format long. Mais comme vous le savez tous, présenter un talk à Devox France, c'est un peu difficile. La compétition est dure, voire féroce. Donc j'ai pris la présentation, je l'ai un petit peu compressée pour en faire un quickie, pour que ça passe, pour que ce soit accepté. Et j'ai fait aussi quelque chose d'un petit peu léger pour que votre sandwich passe un petit peu mieux. En tout cas, j'essaie de faire quelque chose qui n'est pas trop indigeste. Pour néanmoins un agenda ambitieux, on va faire une revue rapide allant du RDBMS au système OLTP que je vais citer. Donc en fait, au commencement du stockage des données, il y a une quarantaine d'années à peu près, on utilisait pour stocker les données des bases de données relationnelles. Et l'objectif, en fait, la raison pour laquelle les bases de données relationnelles ont été créées, c'est qu'on cherchait à utiliser les données dans des cas qui n'étaient pas prévus ou potentiellement pas prévus au moment où l'application a été initialement créée, codée. Alors pour cela, pour arriver à cet objectif, en fait, il y a deux principes clés des bases de données relationnelles. Le premier, c'est l'indépendance physique. Nous, on manipule un modèle logique et ces données sont stockées au format physique avec des lectures de fichiers en gros. Mais cette partie-là, elle est complètement abstraite pour nous. Le deuxième principe, c'est l'algèbre relationnelle. Avec des verbes simples, select, project, join, et des verbes un peu plus compliqués qu'on utilise un peu plus rarement, l'union, l'intersection et la différence. Tout ceci permet de manipuler des tables qui sont organisées en tuples, et les tuples sont structurés en colonnes. Et donc ça nous permet de faire des requêtes extrêmement simples pour manipuler nos données, et avec une sémantique très très riche. Ça, c'est le premier avantage des bases de données relationnelles. Le deuxième avantage, et ça en fait on l'oublie quand on travaille avec les bases de données relationnelles, c'est que du fait de cette indépendance entre le physique et le logique, le moteur permet de choisir, ou en tout cas choisit de façon optimale, l'algorithme qui permet de parcourir vos données en fonction de leur taille. Si les données sont volumineuses, il va choisir un hash-match, si les données, dans le cas d'une jointure, qui est le cas du slide que je présente. Donc données volumineuses, un hash-match, données plus courtes, un nested loop. Bon, c'est bien entendu pas exhaustif, mais ce qui est important, c'est que le moteur, moyennant un paramétrage, bien entendu, qui consiste en la collecte des statistiques, vous permet de gérer de façon optimale vos requêtes. Et un autre avantage, bien entendu, c'est la gestion des transactions avec l'acidité. Le problème des bases de données relationnelles, c'est qu'elles ne scalent pas. Et pour expliquer comment est-ce qu'elle passe, il y a juste un petit rappel, scalabilité verticale versus horizontale. Alors, parce qu'en fait, moi, quand je dis scalabilité verticale, je ne sais jamais la verticale, horizontale, comment ça marche. Verticale, c'est on prend un nœud et on prend des nœuds de plus en plus puissants. Scalabilité horizontale, on prend de plus en plus de nœuds identiques. Donc les bases de données relationnelles, la seule façon qu'elles ont de scaler, ou en tout cas, on peut scaler horizontalement, mais c'est un petit peu plus difficile, c'est la scalabilité verticale. Alors la scalabilité verticale, en plus, elle est compliquée, et en plus, elle coûte très très cher. Alors pour introduire le concept de données SQL, généralement, on vous parle de principe CAP. Alors moi, je ne vais pas vous casser la tête avec ça, parce que si je vous casse la tête pendant votre déjeuner, vous allez vous énerver, ou alors vous allez vous ennuyer, et un auditeur qui s'ennuie ou qui s'énerve, vous avez le petit chaton qui fait « je m'ennuie », eh ben, il va partir. Donc, de façon pragmatique, quand on a un gros volume de données et qu'on veut en fait, on va le partitionner et ensuite on va le répliquer. Notre gros volume, on peut le partitionner une fois, enfin deux fois, trois fois, quatre fois, 8 fois, 16 fois, 32 fois, 64 fois, etc., etc. Les systèmes NoSQL permettent de faire cette scalabilité de façon extrêmement facile et user-friendly. Le partitionnement permet la répartition de la charge. Deuxième axe deuxième élément, c'est la réplication. On peut répliquer une fois, deux fois. On peut répliquer plus encore, mais ce n'est pas comme le partitionnement. On peut répliquer, par exemple, pour Elasticsearch, par défaut, il va répliquer vos données il vous permet d'avoir 5 réplicas pour un shard. Shard est le synonyme de partition.
Et cette réplication partitionnement se fait sur du commodity hardware, c'est-à-dire du hardware courant. Alors quand on dit commodity hardware, ça ne veut pas dire hardware de mauvaise qualité. Il faut se référer pour le commodity hardware aux préconisations de l'éditeur que vous choisissez quand vous ciblez un produit ou un projet open source. Deuxième axe, en tout cas deuxième élément qu'on a parfois besoin de scaler, ce sont les traitements. Donc classiquement, quand on fait un traitement, on a un traitement qui va chercher un bloc de données et qui les traite. Et le problème, c'est qu'on a parfois un volume de données qui est de plus en plus gros. Donc première étape, pardon, on le partitionne. Et le deuxième élément, c'est que plutôt que ce soit le traitement, plutôt que ce soit le traitement qui aille chercher la donnée, c'est la donnée qui va c'est le traitement qui va à la donnée. Voilà. Avec toujours comme objectif pragmatique, donc on a une courbe avec sur l'axe des abscisses, soit un volume de données qui est de plus en plus gros, soit un nombre de requêtes qui augmente, et sur l'axe des ordonnées, le temps de réponse. L'idée, c'est que plus ça augmente, il est difficile d'arriver à quelque chose de constant, mais on veut que cette augmentation soit maîtrisée et la plus limitée possible. Et ces dispositifs permettent de rester sur la partie verte plutôt que sur la partie rouge. Donc, premier domaine d'application, ce qu'on appelle OLAP. Alors, je n'argote pas sur le terme qui est un petit peu désuet, mais l'idée, c'est de parler plutôt des traitements analytiques ou batch. Et c'est bien entendu le MapReduce qui a été le premier à mettre en œuvre ce type de scalabilité à partir de 2003, suite à un papier de Google. Et en 2007, c'est-à-dire quelques années plus tard, on a réussi à faire des clusters de 1000 machines. Le principe est extrêmement simple. Alors en fait, c'est une programmation, une abstraction de haut niveau auquel est associée une implémentation qui est parfois open source, ça fait Hadoop, parfois propriétaire, Google File System, qui permet de traiter des volumes de données importants, de traiter et de produire des volumes de données importants dans un cluster. Avec des éléments supplémentaires qui est la gestion des erreurs. Ça, c'est très très important. Gestion des erreurs et on va dire grosso modo opérabilité. Ce qui permet à une personne, de façon extrêmement facile, d'avoir, alors je ne dirais pas 1000 clusters, j'en parlerai à la fin, mais d'avoir quelques machines de façon extrêmement facile, d'avoir quelques machines de travailler avec de façon extrêmement facile. Quand utiliser ce type de techno, je vous apprendrai en disant que c'est le principe des 3 V, volume, velocity et variety. Un volume de données important, un volume de données important qui arrive de façon avec une vitesse rapide et avec éventuellement une variété. C'est au croisement de ces 3 principes que ce type de techno devient pertinent. Son inconvénient, c'est le fait qu'il ne propose comme transformation que le MapReduce. Le fait qu'on soit obligé de lire les données en disque rend les traitements itératifs compliqués, parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un traitement, il faut lire en disque, et quand on a des téras ou des pétas de données, ça devient compliqué. Et le troisième inconvénient, qui n'est peut-être pas un inconvénient pour nous qui sommes javaïstes, mais pour le reste du monde qui ne l'est peut-être pas, c'est que la seule API native, c'est Java. On peut faire avec d'autres langages, notamment du Python, mais ça manipule uniquement les streams intermédiaires. Et un autre argument en sa défaveur, alors je ne dirais pas que c'est un autre argument, c'est un signe qui montre que c'est un petit peu en perte de vitesse, c'est que Google, qui utilisait ce principe en interne, a dit en 2014 qu'ils utilisaient autre chose. Alors, un des moyens d'améliorer les performances de MapReduce, c'est Spark. Et ce que Spark apporte à MapReduce, c'est la possibilité, alors, je citerai uniquement 2 avantages. C'est la possibilité de travailler en mémoire avec ce qu'on appelle les RDD ou Resilient Distributed Datasets. Et le deuxième avantage, c'est que ça apporte d'autres transformations que le MapReduce. Peut-être un troisième avantage qui est un shell interactif. Alors j'en ai fini avec les traitements transactionnels. Pour les traitements de type OLTP j'en ai fini avec les traitements analytiques. Pour les traitements de type transactionnel, en gros des requêtes qui arrivent à un serveur, à partir de 2004, ça a commencé à émerger, toujours chez les mêmes usual suspects, chez Google avec Bigtable, et en 2007 chez Amazon avec Dynamo.
Donc l'axe d'analyse qu'on utilise classiquement pour décrire ces systèmes, c'est selon le modèle de données. Clé-valeur, document ou orienté colonne. Clé-valeur, c'est tout simple, hein, c'est un tableau associatif. Je te donne une clé, tu me donnes une valeur. Ce qui fait qu'on a un query model qui est extrêmement simple. Put, get, delete. L'orienté document, en fait, c'est la plupart du temps ou du JSON ou du BSON, du binary, du JSON binaire, avec des query models qui sont plus riches que l'orienté clé-valeur. Soit un CRUD, soit des selects basés sur le contenu des documents, soit éventuellement du MapReduce, comme Couchbase le permet. Et enfin, l'orienté colonne. Alors juste une remarque sur l'orienté colonne. Quand on fait des recherches, on tombe parfois sur des bases qui s'appellent CSTOR ou Vertica, qui sont appelées colonne store, mais en fait ce sont des bases relationnelles. Simplement, ce sont des bases relationnelles qui stockent les données de façon, pas sous forme de tuple, mais sous forme de colonnes, ce qui en fait des bases extrêmement efficaces pour l'analytique. On ne les utilise pas la plupart du temps en informatique de gestion classique, mais en analytique, quand on veut faire un select compte étoile from ma table, ça le fait de façon extrêmement performante. Et enfin, donc, les colonnes family de type NoSQL, c'est tout simplement des maps de maps, ça donne ça, ou des maps de maps de maps, ça donne ça. Voilà. Alors quand on regarde, si on se limite à ça, en fait, on n'a pas assez d'arguments pour évaluer ce type de stockage. Et pour analyser ce type de système, il faut aussi voir le réplication modèle. Est-ce que c'est master-slave ou masterless ou master-slave? On doit regarder le consistency model. Quel est, comment dire, le verrouillage que permet, le verrouillage en écriture que permet ce type de système, ou de façon simple, quel est le degré d'autorisation de dirty read, de données qui est écrite de façon incomplète sur mon cluster. Et enfin, la triplette, type de licence, support et communauté. Si un type, c'est toujours le principe de je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Si un type fait son projet dans son coin et qu'il est utilisé par personne, on réfléchit à deux fois avant de l'utiliser. Et plus un projet a une communauté importante et dynamique, plus il est intéressant de l'utiliser. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une explosion de ce type de stockage? Alors je l'ai appelé schéma less parce que la plupart du temps, il autorise une flexibilité sur votre schéma qui est nettement supérieure à ce qui est fait dans le relationnel. Le premier critère, c'est ce que j'appelle le fashion-driven développement. Ben, on l'utilise parce que c'est à la mode. Voilà. Et puis parce que c'est très sympa. Est-ce que c'est une bonne raison? Pourquoi pas? Mais je ne pense pas que ce soit un argument rationnel. Le deuxième principe qui est un peu plus pragmatique, c'est ce que j'ai décrit précédemment, c'est le principe du one-person deployment. C'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous avez un jar, vous jetez votre jar sur votre machine et vous pouvez commencer à travailler. C'est extrêmement simple de travailler vite. Alors bien, je ne sais pas, mais en tout cas vite avec ce type de système. Ce qui en fait un outil de choix pour les startups. Une startup, qu'est-ce qu'elle va utiliser comme techno? Elle va utiliser du JS. Le JS, la techno JS du moment, ça change tous les jours. On va dire du React dans du Mongo dans le cloud. Et vous pouvez commencer à travailler sur quasi de la prod immédiatement. Ce qui n'est pas le cas des grosses entreprises. Parce que les grosses entreprises, elles ont par exemple des cellules d'architecture. Les cellules d'architecture, elles ont des blueprints, ou alors ils ont des licences. Ils vous disent, tu veux stocker des données? Bah non, tu vas utiliser Oracle, parce qu'on a des licences Oracle, donc c'est ce que tu vas utiliser. Alors, je ne dis pas que c'est une raison qui est mauvaise ou bonne, mais c'est le type de contrainte auquel on est confronté parfois dans les grosses entreprises. On s'en sert parce que parfois, alors j'ai mis allowed by business rules, mais parfois c'est mandatory, c'est obligatoire, vos règles métiers vous imposent d'utiliser ce type de techno. Ne serait-ce que parce que vous avez une scalabilité, en tout cas un nombre de machines extrêmement élevé, et ça on peut le faire facilement avec les systèmes de stockage NoSQL, et on s'en fout qu'il y ait des erreurs.
L'exemple qu'on cite classiquement pour ça, c'est le panier Amazon. Amazon s'en fiche que vous commandiez 80% plutôt que 100% de votre panier. S'il manque 20%, vous allez appeler, vous allez gueuler au service client, vous allez faire un mail, on va vous résoudre votre problème immédiatement. Si vous avez une transaction bancaire et que votre transaction bancaire plante, c'est un petit peu plus gênant. Donc c'est le business qui dicte en fait la techno choisie. J'ai plus que 22 secondes. Donc les 3 V dont j'ai déjà parlé. Et enfin, une contrainte, j'en ai dit 2 mots, mais la conséquence de l'utilisation de ce type de techno, c'est qu'on ne peut pas considérer comment dire, que faire gérer la transaction par le client, que ce soit un progrès. Si mon système de stockage me gère les transactions, ça m'arrange. Si je ne suis pas obligé de me palucher ça, tant mieux. Mais c'est parfois un mal nécessaire dicté par le business. Et enfin, une contrainte, alors j'ai mis des gars en casque. Alors là, j'ai mis juste, je cherchais sur une image qui représentait la mine, et ce sont des Asiatiques qui sont sortis, ça tombe bien, parce qu'en fait, comment dire, on sait travailler rapidement et faire du one-person deployment si on a 4 machines, mais si on en a 1000, c'est pas possible. Il commence à y avoir nécessairement besoin d'une équipe d'ops compétents, et éventuellement des types qui savent comment faire fonctionner votre système sur votre machine. Alors ce slide ne se voit pas très bien, mais en fait j'ai cherché des images, comparer les bases de données pour comparer les bases de données relationnelles au système NoSQL, et j'ai fait un Google Trends RDBMS versus NoSQL. Alors c'est vrai qu'au début, au début du NoSQL, le NoSQL est monté très très vite, mais en fait on se rend compte maintenant qu'il y a une espèce de statu quo et qu'aucun n'écrase l'autre. Alors, 2 derniers slides pour finir. Les questions à se poser en fait quand on fait ce choix, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche à stocker des données? On cherche à les partager. La plupart du temps, si on veut les partager, c'est qu'on a un contexte multi-utilisateur. On cherche à exposer un modèle qui est plus ou moins structuré. On cherche éventuellement à ce qu'il y ait de la flexibilité dans la manipulation de ce modèle. Pensez à ce que j'ai dit au début, des cas d'utilisation dans la manipulation des données qui n'étaient pas prévus au moment où les données ont été utilisées pour la première fois par l'application. Et enfin, on cherche à avoir de la scalabilité plus ou moins grande. Quand on se pose ces questions de façon objective, ce n'est pas toujours le NoSQL qui est le candidat idéal. Et enfin, ne jamais comparer un système uniquement sur le modèle de données, mais sur la façon dont on le requête, la façon dont on le réplique, la consistance et le mode de licence. Et c'était mon dernier slide. Je vous remercie.